à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo qui va être un peu la suite de celle que je vous avais faite sur la confiance, en tout cas sur le fait qu'on puisse accorder sa confiance à des personnes qui n'ont pas forcément les compétences et donc la manière, quels sont les critères sur lesquels on va se baser pour confier éventuellement par exemple notre santé à une tierce personne. Donc cette vidéo que je vais vous faire aujourd'hui, elle m'a été inspirée d'un cours de méthodologie. Ça faisait bien longtemps que je ne m'étais plus intéressée à la méthodologie, tout simplement parce que j'ai passé mon doctorat il y a presque 10 ans déjà, c'était en 2009, et que depuis la préparation de ma thèse, je n'ai plus du tout fait de recherche bibliographique, tout simplement parce que je fais de la clinique, je suis clinicienne, je ne fais pas de recherche appliquée et encore moins de recherche fondamentale. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà expliqué, mais c'est vraiment des domaines qui ne m'intéressent absolument pas, que je trouve particulièrement ennuyants, mais qui par contre sont indispensables pour les cliniciens. On ne pourrait pas faire de la clinique si on n'avait pas à la base tout cet aspect de la recherche fondamentale, et je suis admirative de tous ces chercheurs qui arrivent justement à nous créer des cadres validés scientifiquement pour que l'on puisse ensuite, nous sur le terrain, en tant que thérapeute, clinicien, proposer des protocoles de prise en charge validés scientifiquement. Donc voilà, donc moi je m'étais vraiment éloignée de ce domaine de la recherche bibliographique, de la recherche de sources fiables, et clairement en tant que clinicienne, moi je me contente du travail pré-mâché de mes professeurs, c'est-à-dire qu'effectivement lorsque je vais en cours, notamment de médecine nutritionnelle et fonctionnelle, tous les cours que l'on a sont basés, sont fondés sur des ressources bibliographiques extrêmement bien documentées, bien référencées, tous les cours sont référencés. Et donc finalement je me contente de lire les abstracts pour retirer voilà, l'essentiel, puisque dans ma pratique c'est ce dont j'ai besoin. Bon, ce cours de méthodologie finalement ça m'a permis de me remettre un petit peu les idées au clair, et j'ai trouvé l'idée intéressante de vous faire une synthèse de ce cours. Donc je n'ai rien inventé, c'est la synthèse d'un cours de méthodologie, parce qu'aujourd'hui avec ce qu'on appelle, j'adore ce terme, info-obésité, peut-être parce que je suis experte dans le domaine des troubles du comportement alimentaire, du surpoids et de l'obésité, mais je trouve ce terme particulièrement adapté. Finalement cet accès à l'information plus ou moins donc fiable que l'on a grâce à cette ère numérique, grâce à Internet. On peut accéder à des milliers d'informations sur des milliers de sujets sur Internet, mais aujourd'hui encore faut-il savoir faire la différence entre une source fiable et une source qui ne l'est pas. Et moi en tout cas dans ma pratique, dans mon cabinet, je me rends bien compte que j'ai des patients qui sont surinformés, mais qui sont parfois et souvent mal informés, et qu'il faut déconstruire toutes ces croyances, toutes ces pensées dogmatiques, parce qu'on est allé suivre tel ou tel gourou sur YouTube, on est allé consulter tel ou tel site qui n'était pas validé scientifiquement. Et je pense du coup que ça serait intéressant pour vous aujourd'hui de vous éveiller à cette méthodologie, bien que vous n'ayez sans doute pas l'ambition d'écrire une thèse ou voilà, de devenir thérapeute, mais c'est quand même intéressant de pouvoir s'y éveiller, et surtout de pouvoir développer une pensée critique. Je pense que c'est vraiment important pour garder son libre arbitre. Je pense que c'est une notion qui est extrêmement importante. Tout d'abord, sur Internet, je pense que vous êtes nombreuses, quand vous vous posez des questions, notamment dans le domaine de la santé, de l'alimentation, à aller faire des petites recherches sur Google. Et bien évidemment, en tant que scientifique, en tant que professionnel de la santé, nous ne faisons pas de recherche sur Google. Google n'est pas un moteur de recherche qui est validé, qui propose des sources fiables, bien qu'on puisse y trouver des informations intéressantes. Et on ne va pas non plus sur Wikipédia. Wikipédia n'est pas une source fiable. Donc voilà, on n'utilise pas Wikipédia, qui est un site collaboratif, mais il peut apporter des informations intéressantes, mais le problème c'est qu'il est très difficile d'identifier l'auteur de la source en question, et donc d'aller vérifier
s'il a réellement les compétences dans le sujet qu'il traite. Donc, et je sais que naturellement, on a tendance à aller taper dans la barre de recherche Google ou Wikipédia, et on pense, notamment avec Wikipédia, avoir des informations fiables, mais en soi, ce n'est pas le cas. Il faut toujours regrouper, recouper les informations qu'on trouve sur Wikipédia avec d'autres sources qui sont fiables et qui sont issues de moteurs de recherche spécialisés. Donc les moteurs de recherche spécialisés qu'on va utiliser, il y a Google Scholar déjà, qui est plus généraliste, et moi, en santé, celui qu'on utilise le plus, c'est PubMed. Bien évidemment, je ne vais pas vous demander d'aller sur PubMed pour faire vos recherches, ça paraîtrait complètement absurde, mais c'est pour que vous vous rendiez compte un petit peu d'où est-ce qu'on va puiser nos propres informations qui sont clairement validées scientifiquement. Et puis, il faut aussi faire attention à tous les sites commerciaux qui, comme leur nom l'indique, n'ont pas pour vocation de transmettre de l'information, de transmettre des connaissances, toujours présenter des informations de manière orientée pour pouvoir vendre quelque chose. Donc, en tant que professionnel, on a accès à des bibliothèques universitaires, à des moteurs de recherche spécialisés. Donc en fonction du domaine dans lequel vous êtes, vous allez utiliser plutôt tel ou tel moteur. Moi, j'aime beaucoup PubMed parce que je suis dans la santé. Il y a plein d'autres moteurs de recherche et il y a bien évidemment des revues spécialisées. Alors tout ça pour vous dire, vous aujourd'hui, bien évidemment, vous n'allez pas aller sur une bibliothèque universitaire, vous n'allez sans doute pas aller consulter un moteur de recherche spécialisé. Les articles scientifiques sont déjà pour la plupart tous en anglais, puisque c'est le langage officiel de la science, et en plus c'est compliqué à lire et compliqué à comprendre. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez faire sur Internet pour évaluer la fiabilité de la source que vous allez consulter? Je vais vous proposer une espèce de petite grille de lecture. La première chose, ça va concerner l'auteur. Il est extrêmement important de savoir et de se questionner sur qui est cet auteur, qui est l'auteur de cet article. Est-ce qu'il fait partie d'une institution ou est-ce qu'il est tout seul dans son coin à écrire ses articles? Est-ce qu'il fait partie d'une association? Est-ce qu'il fait partie d'un collège qui est reconnu? Il appartient à une organisation. De quelle place il parle? Parce que c'est juste un petit blogueur comme ça qui écrit dans son coin des articles. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. D'où vient, à quelle institution appartient l'auteur qui écrit cette source que vous consultez. Ensuite, il est important de connaître les qualifications de cet auteur. Alors, en science, la règle pour juger de la compétence et des qualifications d'un auteur, c'est l'évaluation et la reconnaissance par les pairs, P-A-I-R-S. C'est-à-dire que si la source que vous consultez a été écrite par un individu lambda qui est encore une fois tout seul dans son coin, qui ne fait pas partie d'un groupe d'experts, d'un groupe de pairs et qui s'est auto-proclamé, qui s'est auto-évalué et qui s'est donné le titre d'expert 2, alors qu'il n'a aucune reconnaissance par ses pairs, ça ne tient pas la route. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se regroupe en tant que professionnels de la santé en atelier de pairs, qu'on a des discussions entre pairs et que cette reconnaissance par les pairs, c'est la validation scientifique des compétences d'un individu. Ensuite, il y a la notion de réputation. Donc c'est quand même assez simple de googliser le nom d'un auteur, d'avoir accès à son CV. Vous savez que moi je suis très diplôme et je pense aujourd'hui qu'il est indispensable d'avoir des diplômes reconnus et validés pour pouvoir s'octroyer le titre d'expert dans tel ou tel domaine, parce que je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait juger de sa bonne compréhension de tel ou tel outil ou information que l'on a découvert par soi-même. Être autodidacte, c'est intéressant, mais quand on décide, je vous parle toujours encore une fois dans le domaine de la santé, dans lequel je suis, de prendre en charge la santé de quelqu'un d'autre, il faut d'abord s'assurer qu'on ait correctement compris, appris certains concepts pour pouvoir les appliquer à autrui.
Et là, il est important, alors ça fait pas partie du cours, mais moi, de méthodologie que j'ai suivie, mais pour moi, c'est extrêmement important, au-delà d'avoir cette reconnaissance et cette évaluation par les pairs, c'est important d'avoir également cette reconnaissance et cette évaluation par les pairs, PERS, les pairs spirituels, c'est-à-dire par les experts qui sont au-dessus de vous en termes de connaissances et de compétences. Et c'est là que le fait de passer des diplômes vous permet finalement d'être évalué par des personnes qui ont des compétences supérieures aux vôtres, qui sont des experts reconnus dans le domaine et qui peuvent juger de vos capacités acquises, de vos connaissances et compétences acquises, et donc finalement valider le fait que vous puissiez devenir à votre tour expert. Moi, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Voilà, c'est mon côté très studieuse, on va dire, et j'attache énormément d'importance à cette reconnaissance. Bien évidemment, ça fait toujours pour l'ego extrêmement plaisir d'être reconnu par ses pairs, PAIRS. Voilà, c'est toujours flatteur et rassurant, mais la reconnaissance par un professeur, la reconnaissance par une autorité supérieure, par une personne qui représente le savoir, c'est encore plus satisfaisant, je dirais, encore plus encourageant et rassurant. Je pense que certaines personnes ont sans doute peut-être un excès de confiance en elles-mêmes et du coup se permettent de, et j'en vois beaucoup hein, sur YouTube, s'autoproclament experts en nutrition, experts en... Je vous parle du domaine dans lequel je suis, hein, expert en psychologie de la nutrition, alors même qu'ils n'ont ni l'évaluation par les pairs, ni l'évaluation par les pairs. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Essayez d'avoir une évaluation globale de l'auteur de la source que vous allez consulter. Ensuite, le deuxième point, on en revient à l'origine de la source. C'est sûr que si vous allez consulter un article scientifique qui est issu de PubMed par exemple, bon, il y a eu une évaluation par les pairs, encore une fois, ce qu'on appelle le peer reviewing. Et là, on est sûr que ce qui est annoncé dans l'article a été validé par d'autres scientifiques. Maintenant, si vous allez sur Wikipédia, là, on ne peut pas réellement, il n'y a pas ce peer reviewing. Sur Wikipédia, il n'y a pas ce peer reviewing, donc on n'a pas cette évaluation par d'autres scientifiques. C'est ce pourquoi Wikipédia ne peut pas être considéré comme une source fiable et qu'il va toujours falloir recouper les infos que vous trouvez sur Wikipédia avec d'autres sources fiables. Et puis, tous les articles ne se valent pas. Vous vous rendez bien compte que quand vous allez sur Internet, sur Google, vous pouvez donc soit accéder à des articles scientifiques, là, rien à dire. Évidemment, il faut toujours aller regarder s'il n'y a pas des conflits d'intérêts, mais bon, là, on ne rentrera pas dans le détail. Après, vous avez ce qu'on appelle la presse spécialisée dans la vulgarisation scientifique. Donc, vous avez plein de sites comme ça, très connus, qui ont plus de 10 millions de vues par mois et qui sont spécialisés dans la vulgarisation scientifique. Leur but est de simplifier l'information et de la rendre accessible au grand public. Et là, ça ne peut pas être considéré comme des informations, comme des sources fiables. C'est en gros la lecture du dimanche. On ne peut pas se baser là-dessus pour fonder une argumentation scientifique. Et puis, on a la presse quotidienne. Là, vous en faites ce que vous voulez. Peut-être qu'on peut la garder pour les toilettes. Ce qui va différencier finalement la revue scientifique d'un article de vulgarisation. Bon, déjà, c'est l'auteur qui va avoir des autorités dans le domaine qui va être supérieure, sans doute. L'éditeur, donc la revue, on va se retrouver dans des revues très spécialisées dans certains domaines, avec cette notion de peer reviewing, donc d'évaluation par les pairs. Et puis, on va avoir surtout la notion de référence bibliographique. À chaque fin d'article, vous allez avoir une biblio extrêmement bien documentée avec plusieurs dizaines de sources validées et référencées au niveau scientifique. Dans les articles scientifiques, c'est assez facile de les repérer parce qu'ils ont une structure, ils ont toujours la même structure avec l'abstract qui est le résumé, l'introduction, la méthodologie qui est présentée, les résultats et puis la discussion.
Alors je reviendrai un petit peu sur l'auteur parce qu'on met souvent en avant le fait qu'aujourd'hui il ne faut pas se fier aux arguments d'autorité. Et ça va un petit peu à l'encontre de ce que je vous ai dit précédemment, puisque le point de départ c'est d'évaluer la compétence de l'auteur. Donc on pourrait se dire à partir du moment où l'auteur fait figure d'autorité dans un domaine, est-ce qu'il faut donc du coup prendre pour argent comptant tout ce qu'il nous raconte? Donc, bien évidemment, cette notion d'argument d'autorité a été remise en cause dès le XVIIe siècle par Descartes. Et l'idée était de ne se fier qu'aux faits et pas aux figures d'autorité. Aujourd'hui, ça semble économiquement infaisable. Vous imaginez bien que si vous deviez remettre en question tous les dires de tel ou tel expert dans un domaine spécifique, déjà on rentrerait dans la paranoïa, d'une part, c'est ce qui arrive d'ailleurs aujourd'hui avec tous les scandales qu'on a notamment au niveau de la santé, et d'autre part, il vous faudrait aller faire 8 années d'études dans le domaine, 10 années d'études dans le domaine discuté. Donc ça paraît peu probable. Donc est-ce qu'aujourd'hui, faire confiance à une figure d'autorité, c'est un choix qui semble juste et justifié au sens du professeur qui m'a donné ce cours de méthodologie? Oui, à mon sens également. Maintenant, il faut toujours garder son libre arbitre et son esprit critique, bien entendu. Et puis, il y a vraiment deux situations où il faut faire attention à la figure d'autorité, ou en tout cas rester vigilant. Une des deux situations où il faudra être particulièrement vigilant face à une figure d'autorité, c'est lorsque la personne est finalement compétente et reconnue dans un domaine particulier et qu'elle s'exprime sur un autre domaine. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'une personne soit doctorante en histoire de l'art, par exemple, ce qui est tout à fait louable et prestigieux, mais qu'elle vous donne des recommandations sur l'alimentation. Là, clairement, posez-vous des questions. Le deuxième point, c'est lorsque cette figure d'autorité parle donc d'un sujet qui a trait à son domaine de compétence, mais qu'elle refuse la discussion. Et ça, je l'ai déjà vu dans mon domaine, un professeur, donc grand professeur de médecine, vraiment une figure d'autorité dans le domaine notamment de la nutrition, qui propose, ou en tout cas qui diffuse des pensées, à mon sens, dogmatiques. Et ce professeur n'a pas voulu, a refusé la discussion avec un autre professeur de médecine, qui était donc aussi une autorité dans le même domaine, et a donc refusé la discussion avec cet autre professeur. Là, clairement, il faut plus que de la vigilance, à mon sens, face à une figure d'autorité qui refuse la discussion, qui refuse qu'on puisse remettre en cause ses propos, ou en tout cas engager une discussion sur le sujet. Et je terminerai concernant l'auteur, parce que je pense que c'est quand même ce qui vous concerne le plus, vous, en tant que, on peut dire, grand public qui allez faire des recherches sur Internet, c'est se poser la question au-delà de ses compétences sur le sujet, et rappelez-vous de cette importance de l'évaluation par les pairs, de ses intérêts dans la communication, dans la diffusion de cet écrit, ses intentions de communication, qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce qu'il veut vous vendre quelque chose, voilà, posez-vous, je pense que cette notion d'intention de communication est importante. Et puis il y a également un autre point qui est important, c'est bien évidemment les conflits d'intérêts, alors qui ne pourraient pas être forcément clairement identifiable, mais c'est aussi une interrogation à avoir. Donc on en revient finalement à cette notion de confiance, à qui faire confiance, et puis à cette finalement conclusion un petit peu paradoxale sur les arguments d'autorité, à la fois faire confiance aux arguments d'autorité, parce qu'il serait humainement impossible de pouvoir tout vérifier, ça paraîtrait matériellement impossible de vérifier tous les propos d'un expert dans tel ou tel domaine, mais en même temps garder du recul, du libre arbitre et une pensée critique, en étant finalement vigilant, donc surtout dans les deux situations que je vous ai énoncées, et en étant finalement capable de remettre en cause
l'argument d'autorité qui a été fait. Une figure d'autorité par position, donc par rapport à une de ses fonctions, par rapport figure d'autorité par rapport à ses compétences, donc, par exemple un prix Nobel ou un médecin ou un professeur de médecine, ou même un livre, un best-seller peut aussi faire figure d'autorité. Donc tout ça pour vous dire que à mon niveau, par exemple, je propose des articles, pas vraiment parler d'articles, mais des petits, si c'est ça, des articles de vulgarisation scientifique, des synthèses de cours, des réflexions que certaines formations m'ont inspiré sur mon blog, mais en aucun cas elles font figure en aucun cas tous ces supports ne font figure de références scientifiques et validées. D'ailleurs, il n'y a jamais de bibliographie, ce n'est absolument pas mon but de produire des articles scientifiques, sinon je le ferai d'une manière bien différente que sur mon blog personnel, qui est aussi à la fois mon blog professionnel. Mais voilà, c'est uniquement dans le but, déjà parce que j'aime cet exercice de synthèse et de partage et de communication sur des différents concepts que j'ai appris à utiliser lors de différentes formations et cours. Mais ça n'a pas lieu de faire l'objet d'une validation scientifique et donc d'être utilisé en tant que tel. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur ces notions de méthodologie et comment faire un petit peu le tri entre toutes ces sources disponibles sur Internet avec ce problème majeur aujourd'hui d'infobésité. Donc on est vraiment dans un monde, dans une ère de la surconsommation. Le but est vraiment de développer une pensée critique, de garder son libre arbitre, mais bien évidemment, tout dépend de la position dans laquelle vous vous placez. Donc je pense qu'il faudra toujours en revenir à cette notion de à qui est-ce que je confie dans mon cadre d'exercice, d'activité, à qui est-ce que je confie ma santé? Est-ce que la personne à qui je confie ma santé est compétente en la matière? Quels sont les diplômes qu'elle a passés? Comment est-ce qu'elle les a obtenus? Et est-ce qu'elle est reconnue par ses pairs et par ses pairs? Je serais curieuse de savoir en commentaire comment est-ce que vous allez, quelle méthode est-ce que vous mettez en place pour aller pêcher des informations sur Internet. Est-ce que vous utilisez traditionnellement la barre de recherche Google ou Wikipédia, ou est-ce que vous allez sur d'autres sites, par exemple des sites Internet de vulgarisation scientifique, ou alors même est-ce que vous utilisez des moteurs de recherche, ou est-ce que vous avez accès à de la bibliographie aux bibliothèques universitaires. Moi personnellement, vraiment c'est un point de toute ma formation, c'est vraiment un point noir. J'ai un peu horreur de ça, je vous avouerai, de faire la recherche bibliographique. C'est vraiment ma bête noire. Et je me dis que si je devais un jour repasser une thèse, je serais bien embêtée parce que clairement aujourd'hui je vis pour la clinique, je vis pour l'expérience sur le terrain, je vis pour les échanges avec mes patients, et bien que j'adore me former, j'adore apprendre, comprendre de nouveaux concepts, toute cette partie vraiment recherche fondamentale, recherche bibliographique, waouh, c'est hyper dur pour moi. Aujourd'hui, je suis quand même obligée d'en faire un petit peu puisque ça fait quelques années que je passe différents diplômes d'université, et dans ces DU ou DUE, on nous demande toujours, on a des examens écrits sur table qui portent sur le cours en lui-même. Parfois il y a des examens oraux, on peut présenter des cas cliniques, et puis il y a souvent, quasiment toujours, un mémoire à préparer. Mais sur un sujet qui est la plupart du temps libre. Moi par exemple, l'année dernière, j'avais fait un mémoire sur l'endométriose dans le cadre d'un diplôme universitaire de biologie d'investigation. Donc j'avais fait un mémoire sur quel pourrait être l'intérêt de doser différents marqueurs biologiques dans le cadre de la prise en charge de l'endométriose.
mais voilà, c'était un mémoire, donc c'était une petite recherche bibliographique. Et de la même manière, cette année, je prépare un mémoire sur la prévention des risques cardiovasculaires et l'apport d'une prise en charge complémentaire grâce à la médecine nutritionnelle et fonctionnelle, on va dire VS statinothérapie. De la même manière, j'ai une recherche bibliographique à faire, mais ça reste une recherche bibliographique pour un mémoire de diplôme universitaire. Donc je ne me lance pas non plus dans une recherche bibliographique qui pourrait être celle d'une thèse, d'un master. On est quand même dans des recherches beaucoup plus légères et déjà je n'aime pas, donc pour vous dire. Donc c'est vraiment le gros point noir pour moi, le sourçage et la recherche de références bibliographiques. Et je suis bien contente de pouvoir avoir accès à des cours de très très bonne qualité, de professeurs de renom qui, eux, c'est leur métier, hein. Quand on est professeur, on est notamment professeur de médecine, donc ils sont à la fois du côté de la recherche et aussi à la fois du côté clinique et du côté transmission des compétences. Pour moi, c'est le Graal, hein, clairement, quelqu'un qui est capable de faire de la recherche, d'enseigner à ses pairs, à des experts du coup, et de prendre en charge les patients. C'est génial, c'est absolument incroyable. Je n'ai absolument pas les compétences pour pouvoir faire ça. Je me contente déjà d'apprendre, d'être élève et de pouvoir proposer des prises en charge à mes patients. Mais voilà, je suis extrêmement reconnaissante parce que du coup, le travail est mâché. De chaque cours que j'ai la biblio qui va avec, j'ai plus qu'à lire les abstracts et c'est vraiment génial. Donc voilà, si un jour je devais passer une thèse, je sais pas moi, de neurosciences à tout hasard ou ce genre de choses, je sais pas trop comment je pourrais me débrouiller, mais ça serait vraiment la pire des parties, ça serait vraiment celle-là. Comme quoi on a vraiment des structures cérébrales différentes, ou en tout cas des façons de fonctionner différemment. Parce que je pense être une plutôt bonne élève, je pense être une plutôt bonne thérapeute. Mais alors je serais une très 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 mauvaise chercheuse, ça c'est sûr et certain. Un domaine dans lequel je suis vraiment pas à l'aise et qu'il va falloir que j'essaye de développer en tant soit peu. L'été va être très studieux. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.